Salut les amis car lovers, bienvenue pour cette nouvelle vidéo Car Lifestyle Belgium, de retour dans le QG. D'ailleurs, avant de vous présenter la GR Supra, on va faire un petit tour pour vous montrer l'avancement des travaux de Fritz. Merci encore à lui pour l'accueil, troisième fois dont je viens ici. La monoplace, vous vous souvenez, la dernière fois j'étais avec la M3 de chez Shiftech où je vous avais présenté un peu les différents blocs M3. Donc le bloc de M3 E30 va rentrer dans la monoplace ici qui est maintenant peinte aux couleurs Marlboro avec les petits logos BM vu qu'elle aura le cœur Motorsport. Elle est en attente de montage. Par contre, celle-ci, elle a bien avancé. Je vous avais dit qu'elle allait passer en turbo. Le turbo, il est monté, il est là. Et il n'y a plus beaucoup, oui, il y a encore à faire, mais il n'y a plus tant que ça à faire. Donc bientôt, elle va être en vie et elle va sortir 500 chevaux pour 1 tonne 100. Donc ça promet du très très lourd. Donc, revenons au modèle qui nous intéresse aujourd'hui. La Toyota GR Supra boîte manuelle IMT pour Intelligent Manual Transmission. Ce modèle est sorti en 2019. Elle était d'abord équipée du moteur 3 litres, mais uniquement en boîte auto. Après, elle est sortie en 2 litres qui développait 258 chevaux, où c'était déjà le moteur d'origine BMW. Parce que celle-ci aussi possède un moteur d'origine BMW. C'est tout simplement le moteur du Z4 M40i qui développe 340 chevaux et 500 Nm de couple. Bon, maintenant vous commencez à connaître GR Gazoo Racing, la branche motorsport, sans mauvais jeu de mots, de Toyota. Ce modèle, donc la Supra A90, c'est la 5e génération de Toyota Supra. Et bien entendu, le modèle qui est le plus connu de Supra, c'est le modèle juste avant, le modèle A80 qui s'est éteint en 2002, qui a été mis en avant, qui a été super connu grâce notamment, pas que, mais notamment à Fast and Furious 1, la fameuse Supra que Paul Walker conduisait. Et lors de la présentation de cette nouvelle Supra, les fans étaient un petit peu déçus par rapport au modèle concept qui avait été annoncé quelques années auparavant, qui se prénommait FT1, qui était une sorte de supercar futuriste plus basse que celle-ci et plus grande aussi. Parce que ici, en fait, si vous regardez bien, elle est plutôt compacte en fait. Elle fait 4,38 m, elle fait 1 tonne 5, ça c'est bien, elle n'a pas trop pris d'embonpoint. Il faut dire aussi que ce modèle équipé de la boîte manuelle pèse déjà 21 kg de moins qu'avec la boîte auto. Et en plus, ici, on a affaire à un modèle un peu lightweight parce qu'après, je vais vous emmener à l'intérieur, mais vous verrez qu'elle est aussi un petit peu allégée, notamment grâce aux sièges qui sont des sièges mécaniques en tissu. Donc au niveau chiffres, comme je vous l'ai dit, 340 chevaux, 500 Nm de couple, 0 à 100 en 4 secondes 6 pour cette boîte manuelle et 4 secondes 3 avec la boîte auto. Au niveau tarif, on est plus ou moins autour de 65 à 68 000 euros, ce qui la place en fait comme concurrente de par exemple une Alpine A110S ou un Cayman S. On n'en voit pas beaucoup, moi j'en vois pas beaucoup sur les routes et c'est un peu dommage parce que vraiment c'est une très chouette voiture. Qu'est-ce que vous en pensez ? Au niveau de l'avant de la voiture, vous le voyez, on a le capot avec un nez qui est assez pointu. On a ces phares qui sont dessinés avec la ligne inférieure qui va très très près du museau de la voiture. On a un bouclier assez agressif. Malheureusement, ce que je trouve un peu dommage, c'est que ici on a des prises d'air qui sont fake ici, ici et ici. Je trouve ça dommage parce que ça rend bien en fait, c'est stylé, les touches noires comme ça sur la carrosserie rouge. Elle possède des Michelin PSS, donc pilote super sport, ce ne sont pas des PS4S. 255 35 19 devant, 275 35 19 derrière. On a du freinage à 4 pistons devant et on a du monopiston derrière. Ça freine bien et le feeling il est assez direct une fois qu'on appuie sur la pédale. En tout cas sur route, le freinage était amplement suffisant pour l'utilisation que moi j'en ai eu ce week-end. Au niveau du look général de la voiture, moi ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est cette ligne qui part de devant la portière en S et qui remonte jusque sur les hanches qui sont très galbées, très sexy. Elle a un joli popotin cette Supra. Vous voyez, en plus c'est bien dessiné, bien travaillé. De nouveau, dommage pour ces prises d'air qui sont fake. On a un très beau double bossage sur le toit, regardez. On a non pas un aileron, mais un spoiler qui est intégré à la malle de coffre. Et alors regardez derrière, le logo Supra en rouge qui est spécifique à ce modèle. On a le feu ici qui intègre la marche arrière et l'anti-brouillard. Une fois qu'il est allumé, ça fait vraiment racing. On se prend un peu à conduire une Ferrari ou une Formule 1. On a un beau diffuseur avec la ligne d'échappement qui est splittée. Au niveau sonorité, vous me posez régulièrement la question. En mode confort, c'est feutré. En mode sport, c'est un petit peu plus sportif, un petit peu plus sympa. Mais j'aurais quand même souhaité avoir une sonorité plus présente. Le coffre s'ouvre en haillons et il a une capacité de 290 litres.
Vous le voyez, c'est assez profond. Par contre, l'ouverture ici est un petit peu étroite. Mais vous savez quand même mettre pas mal de bagages pour partir en week-end si vous le souhaitez. Bien, alors comme d'habitude, je vous emmène à l'intérieur. On va la mettre en route. Hop là. Pied sur l'embrayage, start-stop. C'est parti. Cette bonne boîte manuelle, je vais allumer, on verra mieux. Merci à Toyota de nouveau, vous vous souvenez, la GR Yaris, vous vous souvenez, la GR 86 et maintenant la GR Supra en boîte manuelle. Vous voyez ici qu'on a un petit peu de carbone sur la console centrale. Console centrale dont ils ont changé un petit peu l'ergonomie par rapport à la boîte automatique pour écarter un petit peu les boutons et donner un peu d'espace au niveau du levier. Commande de boîte qui est de nouveau bien ferme, bien virile. Franchement, ça c'est vraiment cool à l'heure actuelle d'avoir une boîte comme ça, méca, qui est bien ferme et qui donne du plaisir à changer les rapports. Donc je disais, pour ne pas venir taper dans les boutons de la clim et pour ne pas déranger ici les boutons qui se situent autour. Et alors vous vous souvenez que le petit défaut que j'avais trouvé à la GR86, c'est que l'intérieur était un petit peu tristounet. Ici, je trouve que ça manque d'une petite touche de sportivité supplémentaire, notamment sur ce volant qui est peut-être un peu terne. Par contre, les sièges sont de nouveau, ça, merci Toyota encore, très confortables. On a un bon maintien. On a une surpiqûre blanche, gris et orangée, avec, je ne sais pas si vous le voyez bien à l'image, mais à travers les petits trous, on a une couleur rouge du tissu derrière. Ça, j'aime beaucoup. On est bien mis. Ce qu'il y a, c'est que la surface vitrée est peu haute, aussi bien en latéral qu'au niveau du pare-brise, et donc on se sent vraiment dans un cockpit, on se sent vraiment dans une voiture de sport. En tout cas sur route, au volant de cette Supra, c'est vraiment très sympa, très agréable. Lorsqu'on est en mode confort, c'est plutôt bien amorti, c'est même très confortable, je suis étonné. Et une fois qu'on active le mode sport, ben, vous vous en doutez, la direction se raidit un petit peu, la pédale d'accélérateur est plus vive. Et lorsqu'on rétrograde, lorsqu'on tombe à rapport, le rev matching nous donne 750 tours minutes de plus, alors que quand on est en mode confort, il y a juste 500 tours minutes de plus. Donc voilà, le rétrogradage est un petit peu plus sportif. Maintenant, la puissance, elle n'est pas on-off. Je l'ai remarqué tout au long de cet essai. C'est un peu comme si on avait un gros Atmo. On n'a pas une avalanche de couple qui déboule et qui fait partir la voiture dans tous les sens. Après, je vous avoue qu'elle est quand même touchy, hein. On est assis très reculé. Du coup, on sent qu'on pivote. On sent pas qu'il y a l'arrière qui part derrière nous. On est assis sur l'arrière. Donc, vous voyez ce que je veux dire? On sent l'avant qui part et nous, on ressent le pivot au niveau de l'arrière de la voiture. Mais si on ne veut pas la provoquer, elle offre beaucoup de grip, surtout sur le sec. Maintenant, c'est clair que si on met le pied dedans et qu'on veut lancer la dérive, à ça, elle va l'accepter. Elle va même vous emmener par la portière arrière. Bien voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour ensemble. Je vous ai presque tout dit sur cette Supra GR boîte manuelle. Si jamais vous avez une question, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre le plus précisément possible. Moi, en tout cas, je suis convaincu du côté daily, utilisable au quotidien de cette Supra. Franchement, c'est pas une voiture qui est radicale et qui pourrait casser les occupants comme pourrait l'être une Lotus par exemple. Franchement, elle est très confortable, très agréable, moteur très crémeux, très coupleux et ouais, j'ai été agréablement surpris. Voilà, fin de vidéo de cette présentation. Merci à Fritz pour l'accueil de nouveau ici au QG. Je reviendrai très probablement pour un prochain essai. En tout cas, je l'espère, dès que j'aurai un véhicule à l'essai pour plusieurs jours. C'est toujours avec grand plaisir que je reviens ici. Comme ça, en plus, on voit l'état d'avancement de ces projets. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire ou en MP7 GR Supra. Merci à Toyota Belux et on se retrouve très prochainement pour un nouvel essai. Je ne sais pas encore ce que ce sera, mais j'ai ma petite idée. Ciao, bonne fin de journée.